J'étais une femme soumise, pliée aux caprices d'un monde qui m'avait appris à courber l'échine dès l'enfance. Ma mère, avec ses yeux fatigués et son sourire résigné, me répétait sans cesse « Une femme doit savoir se taire et obéir. C'est comme ça que l'on survit. » Et j'avais survécu, oh oui, en me fondant dans le décor, en devenant l'ombre discrète d'un mari qui dictait les règles du jeu sans que je m'en rende compte. Marc était charmant au début, avec ses compliments sucrés et ses promesses d'un avenir stable. Il m'avait cueilli comme une fleur fragile, et j'avais laissé ses mains modeler ma vie, croyant que c'était de l'amour. Mais l'amour, le vrai, n'étouffe pas, il libère. Et moi, j'étouffais en silence, jour après jour, sans même oser nommer cette oppression qui rongeait mon âme. Tout avait commencé innocemment, ou du moins, c'est ce que je me racontais pour apaiser ma conscience. À 20 ans, j'étais une étudiante en littérature, rêveuse et idéaliste, fascinée par les héroïnes des romans qui défiaient le destin. Jane Eyre, avec son esprit rebelle, ou Elizabeth Bennet, qui refusait les chaînes du mariage forcé. Mais dans la réalité, je n'étais pas comme elle. J'étais timide, effacé, élevé dans une famille où les femmes servaient et les hommes décidaient. Quand Marc est entré dans ma vie, lors d'une soirée universitaire, il m'a semblé être le prince charmant que j'attendais. Grand, charismatique, avec un emploi stable dans la finance, il représentait la sécurité que je n'avais jamais connue. « Tu es si douce, si parfaite », me murmurait-il, et je rougissais, flatté d'être vu, enfin. Notre relation s'est installée comme un rituel confortable. Il choisissait les restaurants, décidait des vacances, gérait les finances. Au début, cela me soulageait. Je n'avais pas à porter le poids des choix. « Laisse-moi m'occuper de tout, ma chérie. Tu es faite pour être choyée. » Et je l'étais, en surface. Des cadeaux somptueux, des dîners romantiques. Mais petit à petit, les compliments se muèrent en critiques voilées. « Tu devrais porter cette robe, elle te rend plus féminine. » « Ne parle pas si fort, ça ne te va pas. Tes amis sont trop influençables, reste avec moi. » Je me convainquais que c'était de la protection, pas du contrôle. Après tout, n'était-ce pas ce que font les hommes forts, protéger leurs femmes fragiles? Le mariage est arrivé comme une évidence, du moins pour lui. Une cérémonie fastueuse, où j'étais la mariée parfaite, sourire figé sous le voile blanc. Mes rêves de carrière en tant qu'écrivaine, relégués au second plan. Concentre-toi sur notre foyer, on aura des enfants bientôt. Et j'ai obéi, abandonnant mon master pour un emploi de secrétaire dans son entreprise, où je pouvais le voir tous les jours. C'était pratique, disait-il. En réalité, c'était une cage dorée. Mes journées se résumaient à anticiper ses besoins. Café prêt le matin, dîner sur la table le soir, et au lit, une disponibilité totale, sans question. Si j'osais exprimer un désir, il le balayait d'un rire. « Tu es si naïve, laisse-moi décider. » Les années passèrent, et l'étau se resserra. Marc devint plus exigeant, plus possessif. Il vérifiait mes messages, critiquait mes tenues si elles étaient trop osées à son goût. « Je ne veux pas que d'autres hommes te regardent, tu es à moi. » Et je hochais la tête, me sentant coupable d'avoir seulement pensé à une jupe plus courte. La soumission était devenue mon armure, ma façon de survivre. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Est-ce vraiment de l'amour ? N'y a-t-il pas plus ?» Je la faisais taire avec des excuses. Il travaille dur, il est stressé, c'est temporaire. Pourtant, les nuits où il rentrait tard, sentant le parfum d'une autre, je pleurais en silence, me blâmant pour ne pas être assez bien. C'est lors d'une de ces nuits solitaires que le doute s'insinua vraiment. J'avais 40 ans et notre mariage en avait 15 derrière lui. Pas d'enfant. Marc n'en voulait pas, trop de responsabilités. Et une routine qui m'asphyxiait. Ce soir-là, il était sorti avec des collègues, me laissant seul avec un livre emprunté à la bibliothèque. C'était un essai sur la psychologie des relations toxiques, recommandé par une amie que je voyais en cachette. Les mots sautèrent des pages comme des révélations, manipulation émotionnelle, gaslighting, cycle de l'abus. Gaslighting? Ce terme me frappa. C'était quand quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité. Marc le faisait-il? Quand il niait ses colères, affirmant que j'exagérais? Quand il me faisait croire que mes sentiments étaient irrationnels? Je refermai le livre, le cœur battant. Pour la première fois, je me sentis vu, non pas par un homme, mais par des idées. Mais la peur était plus forte. Que ferais-je sans lui? J'étais financièrement dépendante, socialement isolée.
Mes amis d'avant, éloignés par ces remarques insidieuses, ma famille, trop loin, et de toute façon, ils approuvaient ce mariage stable. Je rangeais le livre, me promettant d'oublier, mais les graines étaient semées. Les mois suivants furent un tourbillon intérieur. Extérieurement, j'étais la même, soumise, souriante. Intérieurement, j'observais. J'analysais chaque interaction comme un détective. Quand Marc rentrait et critiquait le dîner, je notais mentalement. C'est pour me diminuer, pas pour la nourriture. Quand il insistait pour que je reste à la maison au lieu de reprendre des cours, je voyais le contrôle derrière la préoccupation. C'était un jeu, un échiquier où j'étais le pion et lui le roi. Mais pourquoi jouais-je? Par habitude? Par peur du vide? Un déclic se produisit lors d'un dîner d'affaires. Marc m'avait emmené pour faire bonne figure. Assise parmi des hommes en costume et leurs épouses silencieuses, j'écoutais leurs conversations sur le pouvoir, les négociations. Une femme, une avocate invitée, prit la parole avec assurance, défiant un collègue sur une idée sexiste. Les hommes rirent, nerveusement, mais elle tint bon. Marc murmura à mon oreille « Quelle harpie, hein ?» Mais moi, je la voyais comme une guerrière. Pour la première fois, je me demandais « Et si j'étais comme elle ? Et si ma soumission n'était pas une fatalité, mais un choix conditionné ?» De retour à la maison, je ne pus m'empêcher de poser une question. « Pourquoi tu n'aimes pas les femmes fortes ?» Il haussa les épaules. « Parce qu'elles compliquent tout. Toi, tu es parfaite comme tu es. » Parfaite? Non, effacée. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je repensais à mon enfance, à ma mère qui avait sacrifié ses rêves pour un mari autoritaire. Était-ce mon destin? Ou pouvais-je briser le cycle? Le lendemain, je commençais à changer, discrètement. J'ouvris un compte bancaire secret, y versant de petites sommes économisées sur les courses. Je repris la lecture, dévorant des livres sur l'empowerment féminin. Simone de Beauvoir, Bell Hooks, des témoignages de femmes sorties de relations toxiques. Chaque page était une bouffée d'air. Je me surpris à rêver d'une vie seule, voyager, écrire, être moi-même sans filtre. Mais Marc sentit le vent tourner. Mes réponses devinrent plus mesurées, moins automatiques. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es distante. » Je souris. Rien, juste fatigué. En réalité, j'étais en éveil. Psychologiquement, c'était une renaissance. Je comprenais maintenant les mécanismes. La soumission n'était pas innée, elle était apprise. Par la société qui glorifie les femmes dociles, par les médias qui vendent l'image de la épouse parfaite, par les relations qui perpétuent les inégalités. Et le jeu, c'était cette danse de pouvoir où l'un domine et l'autre se plie, souvent sans s'en apercevoir. Un soir, la confrontation éclata. Marc avait trouvé un de mes livres caché sous le lit. « C'est quoi ça? Du féminisme radical? Tu te crois opprimé maintenant ?» Sa voix tonnait, mais pour la première fois je ne tremblais pas. « Oui, Marc, j'ai été soumise trop longtemps. J'ai compris que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. » Il rit, incrédule. « Tu délires. Sans moi, tu n'es rien. » Ces mots, censés me briser, me libérèrent. Rien. J'étais tout. Une femme avec des rêves, des talents, une force intérieure que j'avais ignorée. Je partis cette nuit-là, emportant une valise et mes économies. Chez une amie retrouvée, je pleurais des heures. Non de tristesse, mais de soulagement. L'éveil psychologique était douloureux, comme une mue qui arrache la peau ancienne. Mais au-delà de la peur, il y avait la liberté. Je repris des cours d'écriture, trouvai un emploi indépendant, reconstruisis ma vie brique par brique. Aujourd'hui, à 45 ans, je regarde en arrière avec compassion pour la femme que j'étais. Soumise, oui, mais pas faible, juste endormie. Le jour où j'ai compris le jeu, j'ai cessé d'être une pièce sur l'échiquier. Je suis devenue la joueuse. Et à vous, femmes et hommes matures qui m'écoutez, je dis, observez vos relations. Le pouvoir n'est pas un dû, c'est un équilibre. L'amour vrai élève, il n'écrase pas. Éveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Mais revenons à cette nuit de départ. Le cœur battant, je claquai la porte de notre appartement, le bruit résonnant comme un point final à 15 ans de mariage. Dehors, la pluie tombait drue, lavant les rues de leur poussière accumulée, comme si le ciel lui-même célébrait ma libération. Je marchais jusqu'à la station de métro, ma valise cognant contre mes jambes, chaque pas une affirmation de ma nouvelle réalité. J'étais terrifié. Où irais-je? Comment survivrais-je financièrement?
Mais sous la peur bouillonnait une excitation que je n'avais pas ressentie depuis l'adolescence. C'était l'excitation de l'inconnu, de la possibilité. Chez mon amie Sophie, que j'avais recontactée en secret des semaines plus tôt, je fus accueilli avec des bras ouverts et une tasse de thé fumant. « Tu as enfin sauté le pas », murmura-t-elle, ses yeux brillants de fierté. Sophie avait vécu une histoire similaire 10 ans avant, et ses conseils avaient été ma bouée de sauvetage. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, déconstruisant les années passées. « Le gaslighting, c'est insidieux », expliqua-t-elle. « Il te fait douter de toi-même jusqu'à ce que tu perdes ton identité. Mais tu l'as retrouvée. » Les jours suivants furent un chaos organisé. Je déposai une demande de divorce, engageai un avocat spécialisé dans les cas d'abus émotionnels. Marc appela sans cesse, alternant entre supplications et menaces. « Reviens, on peut arranger ça. Tu regretteras, tu n'es rien sans moi. » Chaque message était une confirmation. J'avais pris la bonne décision. Psychologiquement, je me reconstruisais. Je commençais une thérapie où une psychologue bienveillante m'aida à démêler les nœuds de mon passé. « Votre soumission était une stratégie de survie, pas une faiblesse, » dit-elle. Ces mots me guérirent plus que n'importe quel baume. Avec le temps, je repris confiance. J'inscrivis à un atelier d'écriture créative où je rencontrais des âmes sœurs, des femmes et des hommes qui, comme moi, avaient traversé des tempêtes intérieures. Là, je couchais sur papier mon histoire, transformant la douleur en art. Mon premier texte, un court récit sur l'éveil d'une femme soumise, fut publié dans une revue locale. La joie que je ressentis en voyant mon nom imprimé, c'était la preuve que j'existais au-delà de Marc, au-delà de la soumission. Bien sûr, la route ne fut pas linéaire. Il y eut des nuits d'insomnie où le doute revenait. Et si j'avais exagéré? Et si c'était moi le problème? Mais je me rappelais les signes, l'isolement progressif, les critiques constantes, le contrôle financier. Non, ce n'était pas moi. C'était le système, le patriarcat déguisé en amour traditionnel. Et pour les hommes matures qui m'écoutent, sachez que vous n'êtes pas exempts. Peut-être avez-vous été le marque de quelqu'un sans le réaliser. L'éveil psychologique n'est pas genré. Il touche tous ceux qui osent questionner leur rôle. Un an après, je louais un petit appartement en ville, décoré à mon goût. Livres partout, plantes vertes, un bureau face à la fenêtre. Je travaillais comme rédactrice freelance, choisissant mes projets, fixant mes horaires. La liberté avait un goût enivrant. Et l'amour? Je le redécouvris avec prudence. Un soir, lors d'un vernissage littéraire, je rencontrai Alex, un homme doux et respectueux. Pas de jeu de pouvoir, juste une égalité naturelle. « Raconte-moi tes rêves », me dit-il lors de notre premier dîner. Pas « laisse-moi décider ». C'était rafraîchissant. Mais l'éveil n'était pas seulement romantique, il était global. Je m'engageais dans un groupe de soutien pour femmes victimes d'abus émotionnels, partageant mon histoire pour aider d'autres à voir le jeu. Reconnaître les signes est la première étape, leur disais-je. Le contrôle commence subtilement. Compliments possessifs, isolement, dévalorisation, puis il s'installe comme une habitude. Mais une fois vu, il perd son pouvoir. Aujourd'hui, je marche la tête haute, consciente de ma valeur. J'étais une femme soumise, oui, mais ce n'est plus mon identité. J'ai compris le jeu, celui des attentes sociétales, des conditionnements inconscients, des dynamiques toxiques. Et en le comprenant, je l'ai transcendé. À vous qui écoutez, que vous soyez femme cherchant la force ou homme questionnant vos privilèges, rappelez-vous, l'éveil est possible. Il commence par un doute, une lecture, une conversation. Et il mène à la liberté, cette douce, inestimable liberté. Permettez-moi de plonger plus profondément dans les mécanismes psychologiques qui m'ont maintenu captive si longtemps. La soumission chez moi était ancrée dans ce que les psychologues appellent le conditionnement opérant. Récompense pour l'obéissance, compliments, cadeaux et punition pour la rébellion, silence froid, critique. Marc maîtrisait cela à la perfection, sans même le savoir peut-être. Il avait grandi dans une famille où son père régnait en maître et il reproduisait le modèle. Mais moi, j'avais appris de ma mère qui avait appris de la sienne, une chaîne générationnelle que j'ai brisée. En thérapie, j'explorais aussi l'attachement anxieux, cette peur viscérale de l'abandon qui me faisait tolérer l'intolérable. Mieux vaut un amour médiocre que la solitude.
pensais-je. Erreur. La solitude, quand elle est choisie, est libératrice. Elle permet de se reconnecter à soi, de redécouvrir ses passions oubliées. Pour moi, ce fut l'écriture. Des nuits entières à taper sur mon clavier, versant mes émotions en mots. Mon premier roman, inspiré de mon vécu, est en cours. Il s'intitule « Le jeu dévoilé », un hommage à cet éveil. Et pour le public masculin mature, écoutez bien. Vous n'êtes pas les méchants par défaut. Beaucoup d'entre vous ont été conditionnés à dominer, à protéger, au point d'étouffer. Mais l'éveil est pour vous aussi. Questionnez-vous. Vos relations sont-elles égalitaires? Écoutez-vous vraiment votre partenaire? Le vrai pouvoir est partagé, pas imposé. J'ai vu des hommes changer dans mes groupes de soutien. Un veuf qui réalisait trop tard comment il avait écrasé sa femme, un divorcé qui apprenait l'empathie. C'est possible. Quant aux femmes, ne culpabilisez pas. La soumission n'est pas une faute, c'est une survie. Mais quand elle devient chaîne, il est temps de la rompre. Commencez petit. Lisez, parlez, économisez. Construisez votre indépendance en secret si besoin. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions ont marché ce chemin avant vous. Mon histoire n'est pas unique, mais elle est mienne. Et en la partageant, j'espère allumer des étincelles dans vos esprits. L'éveil psychologique est une révolution intérieure, silencieuse mais puissante. Il transforme les victimes en survivantes, les pions en reines. J'étais soumise, jusqu'au jour où j'ai compris le jeu. Et maintenant, je joue selon mes règles.